Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ambiance électrique au Sénat durant une vive altercation entre le président du groupe parlementaire du SDF et un sénateur RDPC. Une escalade verbale sur fond de crise anglophone a failli dégénérer en une violente bagarre. L'appel du président du Sénat à l'apaisement n'a pas effacé la profondeur des clivages politiques dans un parlement où la pression du SDF agace les partisans du RDPC. Le gouvernement peine à lutter contre les réseaux des agents fictifs au sein de la fonction publique. 14 000 personnels de l'État sont appelés à clarifier leur situation administrative, mais la méthode utilisée par le gouvernement est critiquée par des Camerounais, alors que cette situation ne cesse de faire gonfler les dépenses de fonctionnement. L'on s'attend à ce que les investissements puissent se multiplier, ce qui n'est pas le cas. Vous le verrez dans un reportage réalisé sur l'axe routier entre Yabassi et Loum, des routes impraticables au grand désarroi des populations. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, une insécurité grandissante gagne du terrain dans le 5e arrondissement de Douala. Là-bas, vous entendrez des témoignages des populations victimes des agressions et cambriolages à ciel ouvert. Le grand banditisme règne en grand maître sans qu'il ne soit inquiété par les forces de sécurité. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a vécu ces heures de haute tension durant une vive altercation entre le président du groupe parlementaire du SDF, Jean Semelou, et le sénateur RDPC, Samuel Obam Assam. Une escalade verbale sur fond de crise anglophone a failli dégénérer en une violente bagarre entre les deux parlementaires. L'appel du président du Sénat à l'apaisement n'efface pas pour autant ces clivages politiques qui ne cessent de s'exacerber à l'Assemblée, au Sénat, où doit se tenir, où le SDF souhaite un débat sur la crise anglophone. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Rarement une plénière du Sénat n'a été aussi tendue que celle du 5 novembre 2017, au point d'amener le président de la Chambre haute du Parlement à adresser un carton jaune à deux de ses collègues. C'est évident que nous devons savoir que nous avons tous pour un pays, parce que nous sommes profondément concernés, et je vous prie de savoir nous comporter comme il faut dans la situation. À l'origine du courroux de Marcel Nyat-Difendi, un différend qui a opposé le sénateur Jean Tsomolou du SDF à Samuel Obam Assam du RDPC au sujet de la tournure que prennent les événements dans les régions anglophones du Cameroun. La tension est vite montée entre les deux hommes, suscitant des éclats de voix dont les échos sont parvenus jusqu'aux oreilles du président du Sénat. En père de famille, Marcel Nyat-Difendi a demandé aux deux protagonistes de ne pas jeter de l'huile sur le feu de la crise anglophone avant de les convoquer ce mercredi pour apaiser les esprits. L'heure, a insisté le président du Sénat, est à la mobilisation des énergies pour sortir le Cameroun de l'impasse actuelle et non pour enfoncer davantage le clou. Pour le reste, la plénière, qui a duré à peine 10 minutes, a consisté à la réception de 4 projets de loi en provenance de l'Assemblée nationale. Des textes reçus en présence des sénateurs du SDF pour qui ce n'était pas le bon moment pour lancer l'opération Blocus. Aussi ont-ils simplement regretté le fait que leurs collègues du RDPC se comportent comme si le souci de la résolution définitive de la crise anglophone n'était qu'une préoccupation du SDF, alors qu'à leur sens, il s'agit bel et bien d'une question d'intérêt national. Il s'agit de savoir que les uns et les autres nous sommes très fondamentalement touchés. Et pour décrisper les tensions entre sénateurs SDF et RDPC, le président de la Chambre haute du Parlement a reçu en fin de matinée le président du groupe parlementaire du SDF, Jean Semelou, ensuite le sénateur RDPC, Samuel Obam Assam. Chacun s'est expliqué
séparément sur cet incident survenu hier en soirée au Sénat. Jean Tsomelou accuse le sénateur RDPC d'avoir traité le SDF de sécessionniste, notamment ses parlementaires, et d'avoir pris des prises de position génocidaires. À son tour, le sénateur RDPC a déclaré, selon des sources, qu'il a simplement critiqué la méthode de blocus utilisée par le SDF à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, Marcel Nyat Difendi, a joué la carte de l'apaisement, appelant les différents parlementaires SDF et celui du RDPC à plus de retenue. Malgré la pression de ces parlementaires du SDF, le Parlement reste quelque peu indifférent à cette revendication sur l'inscription d'un débat sur la crise anglophone en session plénière. Pourtant, l'annonce d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale avait laissé entendre une possibilité d'accéder à cette requête. Officiellement, rien n'a été dit sur la crise anglophone. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale se sont plutôt penchés sur le budget de cette chambre basse du Parlement et le projet de construction de la nouvelle Assemblée nationale au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo et Joël Essengue. L'annonce de la tenue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale a laissé croire à l'imminence d'importantes résolutions de la part de la chambre basse du Parlement. Du coup, une certaine fébrilité régnait devant et dans la salle de documentation de l'Assemblée qui abritait cette réunion. Après plus d'une heure et demie de conclave à huis clos, la réunion s'est achevée comme elle avait commencé, sans plus de précision. C'est finalement le représentant du Social Democratic Front qui s'est exprimé sur l'objet de cette assise. Nous étions en train d'évaluer nos préoccupations et la conduite à tenir. Est-ce que cette maison peut nous soutenir pendant 1 an? Est-ce qu'on est sain et sauf en y habitant? Voilà des préoccupations de l'heure. Pour le budget, il n'y a pas de choses particulières, parce que le budget de l'Assemblée, c'est récurrent presque. Rien de singulier donc, et surtout pas de crise anglophone en ONU, comme d'aucuns le pensaient. Non, ce n'est pas... Il y a toujours l'ordre de... Vous allez voir à la suite là, on se préoccupe des chefs, des titres, des préoccupations avec un bâtiment qui s'est brûlé. Où en sommes-nous et tout cela? C'est en somme la vie ordinaire du Parlement qui continue son cours après cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement relance encore sa chasse aux agents fictifs de la fonction publique. Ils sont près de 14 000 personnels de l'État qui doivent justifier de leur contrat d'intégration et de leur activité au risque d'être radiés de la fonction publique. Cependant, ce processus d'assainissement du fichier solde de l'État est une vieille méthode inefficace qui peine à produire des fruits escomptés, des résultats escomptés, à savoir assainir le fichier solde de l'État. Du coup, ces agents fictifs continuent d'émarger et de faire gonfler les budgets de fonctionnement de l'État au grand désarroi des Camerounais. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ce sont précisément 14 134 agents publics qui sont sommés de clarifier leur situation administrative, avec au sommet du hit parade les ministères de la santé publique et des enseignements secondaires. Parmi eux, des enseignants, militaires, greffiers, médecins, universitaires et autres infirmiers qui émargent dans les caisses de l'État sans aucun rendement. Des fonctionnaires fantômes dont on n'a pas de nouvelles à leur poste de travail. Lorsque j'ai appris cette information, j'ai crié « Cry my beloved country ». Parce qu'il est anormal que dans un pays en récession, dans un pays sous ajustement structurel, dans un pays où on est obligé d'emprunter au FMI pour payer des fonctionnaires, qu'on continue à dire que dans les ministères, des employés dont on n'a pas de traces touchent des salaires. Vos salaires sont virés en retard parce qu'il n'y a pas de l'argent, parce qu'on vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent, les ajours sont coupés. Alors qu'il y a de l'argent, juste que cet argent a été pris en otage par 14 000 fonctionnaires fictifs. Vous vous imaginez l'épaisseur de ce montant? Combien de jeunes Camerounais auraient pu
trouver ou créer de l'emploi ou bien vivre l'autonomie et l'épanouissement financier avec cela. Ses compatriotes sont d'autant plus choqués que certains travailleurs qui se donnent à fond au quotidien éprouvent du mal à rentrer en possession de leurs dû à la fin du mois. On a vu des fonctionnaires enseignants qui travaillent au quotidien et qui ne sont pas payés descendre dans la rue. On a vu certains fonctionnaires des administrations déflatées qui n'arrivent pas à toucher leurs primes. Mais au moins, soit travaillent, soit ont travaillé, mais ne sont malheureusement pas payés. Alors que des personnes qui ne travaillent pas touchent ces salaires-là. Le lancement de CIGIPES 2 a entretenu la flamme de l'espoir, celui de voir la fonction publique tourner la page des fonctionnaires fictifs. Mais l'on comprend que le système est lui-même assez virusé par des complicités tapées dans l'ombre. Parce qu'il est anormal que dans un pays truffé d'ingénieurs informaticiens comme le Cameroun, qu'on ne puisse pas en 7 ans assainir le fichier solde de l'État, qu'on ne puisse pas pendant 7 ans démasquer tous ces fonctionnaires fictifs. Cela veut dire qu'en quelque part, il y a des complicités de qui se moquent en réalité. Parce que tous ceux qui décrivent cette situation sont parfaitement au courant de ce qui se passe, mais cherchent à protéger soit les leurs qui ne sont même pas souvent au Cameroun, mais continuent à émailler dans le budget de l'État. C'est vraiment déplorable et ça ne peut que faire pleurer le citoyen lambda qui ne parvient pas à joindre les deux bouts tous les matins. En attendant un jour de voir le bout du tunnel d'un assainissement qui n'a que trop duré, les 14 134 agents publics ont reçu des mises en demeure, ouvrant la voie à la suspension de leur salaire pour ceux dont la situation administrative ne serait pas claire. Des agents qui, pour la plupart, exercent dans le privé ou à l'étranger. Un vrai gâchis. Malgré la crise économique, vous l'avez suivi, le budget consacré au fonctionnement de l'administration publique reste supérieur au budget d'investissement public au Cameroun. Pourtant, les populations souffrent sur des axes routiers impraticables, notamment dans les bassins agricoles. Illustration avec la route Loum-Yabassi dans la région du littoral. C'est un reportage signé Jacques Molon et Éric Martial Ndjomo. Un lac de bouffe dans un paysage équatorial. Nous sommes sur le tronçon routier reliant les villes de Loum et de Yabassi, deux agglomérations de la région du littoral. Les 36 km qui séparent les deux bourgades sont un vrai chemin de croix pour les usagers. Les voitures usent allègrement leurs pneus au fil des mètres traversés. Il faut parfois, pour le conducteur, s'arrêter pour dégager à main nue les obstacles sur la route. Ces véhicules ont la particularité d'avoir été retouchés par des mécaniciens locaux pour améliorer leur adaptabilité à cette route et à ces handicaps. Transportés ainsi, les passagers peuvent débourser parfois jusqu'à 10 000 francs CFA pour les 36 km parcourus. Maintenant, ça coûte les 10 000 francs pour une personne. En temps normal, le plus souvent, ça fait un trajet de 4 000. L'autre alternative, ce sont les motos. Celles-ci, grâce à la finesse de leurs pneus, créent de véritables tranchées dans la boue. Très souvent chargées, ces motos représentent un vrai palliatif et une solution pratique pour braver cette route. Les conducteurs sont presque toujours chaussés de bottes. J'ai deux amis aujourd'hui qui ont les pieds cassés à la maison, qui ne peuvent plus nourrir les familles à cause de cette route. La solidité de ces engins est mise à rude épreuve, les pannes se multipliant au fil des traversées de bourbiers. L'état de notre route là, tous les jours il faut entrer, on sort, on a panne, tous les jours on entre, on sort, on a panne. Il faut dépenser beaucoup sur l'engin, vraiment. Exaspérés par la situation, les habitants de Yabassi ne savent plus à quel sens se vouer. Un avortement à cause de cette route. Chaque jour, on vient nous tromper, nous sommes fatigués. Nous ne voulons même plus que vous nous posiez des questions, parce que ça ne nous sert plus à rien. La localité est pourtant fertile au niveau de son sol. La terre est généreuse avec ses fruits. C'est la route qui manque le plus pour les écouler. Le plantain pourri au champ. Je sors pratiquement 10 tonnes de plantain par mois.
Mais par moment, on n'a pas la voiture, ça pourrit. Voilà le sac de noix. Pour quitter d'ici aller à Lou, je paye 3 000 à 4 000 francs le sac. Et ça n'arrive même pas à 3 km. La Russie était une route, un boulevard. C'est comme le piste de rats aujourd'hui. Normalement, il a négligé. Parce que moi-même, je suis venu, voilà mon champ ici derrière. Je suis venu depuis 1975. Mais les travaux publics qui étaient comme ça, chaque année, à partir de 10 octobre, ils venaient arranger la Russie là. On ne souffrait même, les taxis faisaient les navets de Lumyabasi même. Mais actuellement, il faut la voiture avec le réducteur. Vous arrivez au niveau de Carrefour Mabombe là. Par jour, on peut retirer au moins 10 camions de plantains là-bas. Mais où est la route? Il faut louer la voiture au moins à 80 000 francs pour porter au moins un tour de plantain à Mabombe pour venir peut-être de Lum Mabombe, c'est au moins 7 km. Mais il faut voir combien on dépense. Après avoir bravé les bourbiers, les usagers doivent affronter un pont en état de décrépitude avancée. Ici, même les passagers d'engins à 2 roues traversent à pied, de peur d'être en surpoids sur la moto et donc de se retrouver à plusieurs dizaines de mètres en dessous, au fond de la rivière. Les populations riveraines pointent un doigt accusateur sur les hommes politiques du coin, présentés comme de véritables démagogues. C'est seulement nos routiers. Vraiment, s'ils pouvaient retoucher nos routiers, c'est qu'on devait être vraiment très fiers. On ne leur demande pas aux grandes choses. C'est rien qu'à faire, si nous retouchons les routiers, c'est qu'on serait tellement très fiers. Que de nous promettre si elle était bien après, c'est qu'au lieu de ça, ils nous touchent seulement la routier. Là, on serait très fiers. Les promesses sont qu'ils vont nous arranger la route. Est-ce que nous avons deux promesses? Nous-mêmes, nous n'avons pas deux pleurs. Nous avons les mêmes pleurs et nous avons les mêmes promesses qui ne se réalisent jamais. Indexés, ceux-ci accusent le laxisme du gouvernement. Cette route de Bonquin à Mabombe, c'est une route départementale. Donc, naturellement, la responsabilité incombe aux travaux publics. Le pont est complètement, aujourd'hui, mis en danger tout automobiliste ou cycliste qui s'aventure de ce côté. Donc, il faudrait que les populations comprennent que ce n'est pas la faute à nous. Parce que nous, au niveau de la mairie, nous n'avons pas les capacités ni les moyens nécessaires pour entretenir la totalité des services. Yabassi et le département d'Ulkam intriguent par la singularité qui pourrait se résumer par l'expression si riche et pourtant très pauvre. Dans le reste de l'actualité, une peur bleue hante les populations résidant dans certains quartiers du 5e arrondissement de Douala. Je vous le disais en titre, à l'approche des fêtes de fin d'année, des agressions à main armée, des cambriolages et des vols se multiplient à ciel ouvert. Des bandits sèment la terreur en l'absence des forces de l'ordre. Le cri d'alerte des populations peine à être entendu jusqu'à ce jour. Reportage Donald Brice, Kamgan. Le regard affligé, une mine désespérée, Clémentine vit l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. J'arrive là, je trouve la table du pain sur le portail des voisins. Je dis, mais comment ma table est sur la porte des voisins? Directement, mon regard frappe sur la porte. Je vois les 2 battants. Je dis que, c'est comme si on m'a cassé. Je dépose ma cuvette de haricot au sol. Je regarde, je ne trouve pas les cadenas, je trouve les 2 battants. J'ouvre les battants, je vois le salon est vide. Ils ont pris jusqu'à prendre ce qu'on ne peut pas utiliser. Ils ont tout vidé. Il y a moins de 3 semaines qu'elle équipait ce salon de coiffure. 300 000 francs CFA d'investis. La visite des malfrats lui a été sans compassion. Ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui me fortifie. Parce que si l'argent m'appartenait, oui. Je pouvais dire que je vais travailler chargé doucement. Je vais prendre 300 000 euros. Je vais prendre 300 000 euros. C'est seulement Dieu, je regarde seulement à Dieu. Ici, chez Blaise, près de 700 000 francs CFA, coût estimatif du matériel dérobé lundi. Le tenancier de la menuiserie métallique est sous la pression de ses clients qui attendent d'être servis. Je suis en train de faire comprendre à mes clients de venir même au lieu. Donc, voir franchement ce qui m'est arrivé pour qu'ils me donnent un peu de patience. Et si je veux, je peux franchement, je peux aussi me mettre
pour essayer de les satisfaire. Plus loin chez Mirabel, près de 600 000 francs CFA de produits et équipements emportés, elle tente de s'y remettre. Et ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois que ça se passe sur moi ici. Et il y avait un constat. Je suis directement couru à 7e, je me suis plaint, on est venu faire le constat, c'était comme ça. Les riverains dénombrent près de 10 cas de vol en l'espace d'une semaine, des faits dont ne seraient pas étrangers, des jeunes à la moralité douteuse qui vivent dans le quartier. Face à ce qui apparaît comme un sentiment d'abandon, les populations du lieu dit Makepe Maturité n'ont qu'un seul vœu, la création ici soit d'un poste de police, soit d'un comité de vigilance. Vous n'avez peut-être pas oublié la petite Abigail, 3 ans, kidnappée le 29 novembre 2017 au sortir de son école située dans une banlieue du 3e arrondissement de Douala. Après une semaine d'enquête, la brigade, le groupement de gendarmerie de Bonandio a repéré les traces de cet enfant et identifié sa présence physique à Yaoundé. La petite Abigail a été ramenée à sa famille du côté de Douala. Au-delà des retrouvailles riches en émotions, des zones d'ombre persistent sur les mobiles de l'enlèvement de cet enfant et l'identité du ravisseur. C'est une enquête signée Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Une semaine après son enlèvement au sortir de l'école, la petite Abigail retrouve la chaleur maternelle. Stéphanie, sa mère, a enfin le cœur apaisé. La joie est tellement immense que je ne sais comment l'exprimer. Tellement. La joie d'une mère qui retrouve sa fille. Ma petite Abigail, je l'ai retrouvée. Dieu merci. Ce dénouement heureux intervient après une série d'investigations menées entre Douala et Yaoundé. Les éléments du groupement de gendarmerie de Bonandio, sous la conduite du colonel Mvundi, ont retracé les pas de cet enfant et localisé sa présence chez ses présumés kidnappeurs résidant à Yaoundé. L'une des suspectes interpellées gardait la petite Abigail chez elle sur instruction de son compagnon, présumé auteur du kidnapping. Je suis venu à Douala depuis mardi. Mercredi, mon ami m'a appelé. Il m'a dit qu'il a des problèmes avec la mère de l'enfant. Il a pris l'enfant, il est venu me donner l'enfant. Et comme lui, il a les problèmes avec la mère de l'enfant, moi, il doit garder l'enfant. Il a appelé, au même mercredi, il a pris mon téléphone. Il est parti avec. Il a appelé par le numéro de ma belle-sœur. Pour dire que c'est comment tu ne viens pas prendre ton enfant. Puisque moi, il doit rentrer pour partir à l'école. Il m'a dit qu'il vient, il vient. Maintenant, jeudi dans la soirée, ma belle-sœur est partie à un dé là. Moi, elle me dit que le gars ne vient pas. Il m'a dit qu'il arrive. Elle me dit donc que s'il vient, il doit partir avec son enfant. Quand il vient, il est venu avec son ami motoman. Il me porte. Il me dit que tu vas rentrer avec l'enfant. C'est là que je suis rentrée avec l'enfant. Moi, je ne connaissais rien de ce qui se passe. Je ne connais rien. Là, on me trouve dans les problèmes, je ne connais rien. Et après, les enceintes de vie, je ne connais rien. Loin de s'imaginer que son compagnon venait de l'impliquer dans une affaire d'enlèvement, Marie ignorait les conditions dans lesquelles cet enfant avait quitté Douala pour Yaoundé. Je n'appelle pas mon numéro, je peux au Colbos, il n'appelle pas mon numéro, il dit que viens récupérer ton enfant. Il avait même prêté l'argent là-bas au quartier pour venir remettre l'enfant. Puisque à la maison, on n'a pas de télé, rien. Depuis la disparition de cet enfant, une question taraude l'esprit des enquêteurs. Quels sont les mobiles de l'enlèvement de la petite Abigail? Une controverse est née sur les relations exécrables entre la mère et le présumé auteur du kidnapping, considéré comme le géniteur de cet enfant. Une polémique contestée par la mère de la petite Abigail. Comme on dit qu'Abigail est notre papa et que c'est lui qui aurait enlevé l'enfant, qu'il se présente et qu'il dise que c'est bon. Je veux le voir à quoi il ressemble. Je veux voir à quoi il ressemble. Parce qu'à ma connaissance, Abigail a un seul père, un seul et unique père, qui est mon fiancé, avec qui on vit d'ailleurs. C'est pas que je suis ailleurs, non. On vit ensemble. Abigail n'a jamais eu de problème de père. Mais ça ne surprend qu'on soit une histoire de nulle part. Je ne sais vraiment pas. Le présumé auteur du kidnapping court toujours et sa compagne qui gardait l'enfant a été relaxée pour fait non établi.
L'enquête se poursuit. Parlons à présent d'une œuvre d'art érigée en plein centre-ville de Douala et qui divise déjà l'opinion. C'est l'œuvre d'une artiste française venue demander pardon aux Camerounais dans le cadre d'un festival culturel de la ville de Douala. Cependant, lors de l'installation de cette œuvre d'art, les populations ont manifesté leur mécontentement. Reportage Warren Zede et Ket Diara. Ça ne sert à rien, on enlève, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien là-bas. Ça c'est pour nous montrer que nous, si c'est on ne peut pas mettre comme ça. Donc ça ne sert à rien, on enlève. Nous aurons souhaité avoir des monuments des hommes, des martyrs, de nos martyrs, à savoir les Ernest Wandier, les Félix Moumi, les Nendo Afanda et ses consorts. À peine installé que déjà il fait polémique. Le monument de la honte, comme il l'appelle, qui représente l'artiste française Sylvie Blocher, tenant entre ses mains un tableau sur lequel il est inscrit « Bien que je n'en ai pas le droit, je vous présente mes excuses ». Fin de citation. Il a été installé en présence d'une forte délégation d'artistes impliqués dans le projet dénommé Sud 2017, le canal par lequel est passé l'artiste, pour faire accepter son œuvre. Pour elle, il s'agit d'une œuvre d'art porteuse de sens, celui du pardon. Je dis aux Camerounais que les Français ont fait des choses. Ils ont tué des Camerounais. Vous attendez toujours des excuses, mais je n'ai aucun droit officiel de vous les faire. Ça se passe juste dans l'art. Et en fait, ce qu'il faut, c'est parler. Et parler des deux côtés. Pas seulement parler du côté de la France, aussi parler ici. Un pardon qui n'est pas très bien compris de tous. Oui, le pardon, nous l'acceptons bien. Mais j'ose croire que ça ne devait pas être fait de cette façon. Le pardon, on aurait voulu que ça se fasse de manière solennelle. Qu'on demande pardon à tout le peuple camerounais. Peut-être à travers les médias. Mais, et que ce peuple en retour accepte ce pardon pour qu'un acte soit posé. Bien avant cette installation en début de journée, des chefs traditionnels s'étaient offusqués de la présence de ce monument étranger sur leur terre et préparaient même une opération blocus. Selon des sources bien introduites, ils auraient reçu des appels de Yaoundé, les invitant à accueillir l'œuvre. Chose qui a été faite, puisque c'est le chef Bonakwamo en personne qui l'a béni. Et depuis lors, l'œuvre est la bienvenue. Moi, en tant que Bonakwamo, moi, un Akwa, j'ai accueilli avec fierté. Au-delà des chefs traditionnels, il y a des hommes politiques qui voient en cet acte une action à saluer. Pour eux, la polémique créée par le monument n'a pas lieu d'être. Il faut qu'on demande à l'État camerounais d'honorer nos martyrs. Et non pas de dire à une Française qui est venue dire « Excusez-moi de ce que mon État a fait contre vous », non pas de la rendre coupable de tous les maux. André Blaise et Sama, qui s'était énergiquement opposé à l'installation de ce monument, a été interpellé mardi soir et gardé à vue à la brigade de gendarmerie d'Aqua Sud. À l'heure où nous produisons ce reportage, on nous apprend qu'il a été déféré à la prison centrale de Newbel. Pour mémoire, il a tenté il y a plusieurs mois déjà d'ériger une statue de John Goufoncha à cet endroit. Mais après avoir été installée, elle avait été emportée par les forces de maintien de l'ordre, sous les cris de la population présente. Parlons à présent de ce festival des arts et de la culture Bangou qui draine du beau monde à la place des fêtes de cette localité située dans la région de l'Ouest. Une occasion pour des visiteurs de découvrir les us et coutumes Bangou. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. À l'ombre des grands baobabs, à la cour de la chefferie supérieure, des activités de la 4e édition du Festival des arts et de la culture Bangou. Pour ce lancement officiel, sont présents les fils et filles Bangou du monde entier, autour de leur roi, Sa Majesté Tayo II Marcel. Inauguré par le secrétaire général de la région de l'Ouest représentant le gouverneur, les Bangou font étalage de quelques-unes de leurs richesses matérielles et immatérielles autour de Kambou, symbole vivant de la culture de tout un groupement. Le thème de cette 4e édition Kambou Poignap porte sur le renforcement de la solidarité et l'amour entre les fils et filles Bangou du village, du Cameroun et de la diaspora. Un moment de communion et de partage autour des valeurs ancestrales du peuple Bangou. Pour les Bangou résidant à l'extérieur, le recours aux sources,
est plus que jamais nécessaire pour la préservation de l'identité culturelle bangou. Nous sommes tous beaucoup disposés pour venir à Bangou, bien que pour la culture. Pour prouver à suffisance qu'en dehors de la Bangou, c'est ça, culture. Les personnalités et tout le public présent à cette ouverture solennelle prennent ainsi en avant des innovations qui vont illuminer le festival Bangou durant toute la semaine. C'est aussi l'occasion de faire la promotion des artistes. Donc, c'est pour ça que nous avons organisé un concours de la musique pour les musiciens Bangou. Et le premier, celui qui sera le meilleur, va chanter le dernier jour à la clôture de neuf. Et en plus, nous allons l'accompagner sur la sortie de l'année. C'est une innovation. Jusqu'au 9 décembre, le programme du festival Kambou-Poigne prévoit des expositions d'objets d'art, des foires gastronomiques, animations artistiques, culturelles, sportives, visites des sites touristiques, concours de danse, concours de miss et danse traditionnelle, tables rondes et conférences débats sur des questions de l'heure comme le développement agro-pastoral et le changement climatique. Et au sujet du changement climatique et de la préservation de la terre, le président de la République du Cameroun a invité à un sommet concernant la préservation de la terre prévu la semaine prochaine à Paris, en France. Il a reçu l'invitation de la part du président français par les soins de l'ambassadeur de France au Cameroun. Il a été reçu en audience au Palais de l'Unité ce mercredi. Et la France qui est en deuil, elle pleure. Johnny Hallyday, célèbre artiste francophone qui cumule plus de 54 ans de carrière musicale. Il est décédé des suites d'un cancer de poumon à l'âge de 74 ans. Il avait cumulé, je vous le disais, 54 ans de carrière, une quarantaine de disques d'or. C'était l'un des plus célèbres chanteurs francophones qui avait vulgarisé la musique rock'n'roll en France. Il a vendu plus de 50 albums, plus de 110 millions de disques et enregistré plus d'une cinquantaine d'albums. Toujours dans l'escale internationale, la Guinée-Conakry confrontée à une grogne sociale au sein de la communauté éducative. Cette fois-ci, ce sont des élèves qui sont descendus dans les rues pour réclamer le retour de leurs enseignants dans les salles de classe, enseignants qui ont déserté les salles de classe pour eux aussi revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail, et les pouvoirs publics guinéens qui minimisent l'impact de cette grève. On fait le point avec Gladys Sidier dans ce rapport. Le mouvement de grève déclenché par une partie du syndicat de l'éducation en Guinée est suivi dans toutes les villes, mais davantage à Conakry. Les élèves et étudiants sont descendus dans les rues, scandant des slogans hostiles au président guinéen et son régime. Les manifestants sont allés jusqu'au palais présidentiel devant la primature, à l'Assemblée nationale, où les députés ont été surpris par un rassemblement des jeunes scolaires. Ces derniers avaient appris que le ministre de l'Éducation nationale devait défendre son budget devant les élus du peuple. Des effigies du président Alpha Condé ont été arrachées au passage. La police anti-émeute a été déployée pour disperser les manifestants. Dans d'autres villes, les écoles qui ont ouvert leurs portes ont été assiégées par des manifestants qui exigent leur solidarité au mouvement. 3 semaines que les enseignants refusent de reprendre le travail. Et ce, tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause, une augmentation de leur salaire. Le gouvernement, qui semble minimiser l'impact de cette grève, refuse de dialoguer avec les frondeurs. En République démocratique du Congo, le nouveau code électoral a été adopté en l'absence de l'opposition. Elle a boycotté l'examen du projet de loi. 287 députés sur 500 ont participé à ce vote qui a été dominé donc par le oui. Et c'est la question du seuil de représentativité qui divise les députés. Le texte adopté a fixé ce seuil à 1% pour la législative au lieu de 3% comme proposé dans le projet de loi initial. Un reportage dans ce journal, fin de formation pour la première promotion des diplômés en licence professionnelle délocalisés de l'université de Évry en France. Les lauréats qui ont été formés à l'Institut supérieur de technologie et de management ISTAMA ont reçu le parchemin il y a quelques jours. Reportage.
C'était un grand jour à l'Institut supérieur de technologie avancée et de management. La première promotion des licences professionnelles délocalisée de l'Université d'Ivry en France recevait des parchemins. Une cérémonie grandiose, marquée aussi par la remise des parchemins aux lauréats des cycles HND, BTS et licences professionnelles à Istama. Pour la circonstance, le directeur de l'IUT d'Ivry, représentant le président de l'Université d'Ivry Val-d'Essonne en France, a fait le déplacement de la ville de Douala. Leur cours délocalisé au Cameroun, ces étudiants ont reçu la même formation que leurs camarades sur place à Ivry, en France. Et au bout, ils obtiennent le même diplôme français. Nous avons été des étudiants français et nous avons obtenu des diplômes français. Nous sommes très unis. Ce qui nous rend encore plus fiers, c'est la qualité de la formation que nous avons reçue dans cet établissement. L'accent était plus sur les matières de conception. Généralement, la conception des systèmes mécaniques à base des logiciels top solide, CATIA et HPC pour la programmation. Donc, c'est une formation vraiment professionnelle qui nous confronte aux réalités de l'entreprise. Des étudiants bien formés. Le recteur de l'Université d'Ivry ne peut qu'en être fier. Franchement, on a réalisé quelque chose de grand, c'est un grand succès. On a concrétisé la délocalisation d'un diplôme français la première fois. Et c'est au Cameroun qu'on a fait, à Douala, à Istama. Donc c'est la première fois de l'histoire de notre université de vivre cette expérience qui a abouti à un très bon résultat. À Istama, le président du conseil d'établissement se félicite également de ce partenariat avec l'Université d'Ivry. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas ce qu'allait devenir cette première promotion. Dieu merci que les choses se sont bien passées et aujourd'hui on voit le résultat. C'est un privilège pour les étudiants d'Istama parce que nul autre part ailleurs qu'à Istama, on n'a pas ce genre de partenariat avec les universités d'État qui délivrent des diplômes d'État ici au Cameroun. Satisfaits eux aussi de la formation qu'ils ont reçue à Istama, les lauréats des cycles HND, BTS et licences professionnelles sont prêts pour le monde de l'emploi. It is very important for us because this is a stepping stone to greater goods in the world, and we can accomplish this. Istama has given us a great opportunity, and this is the second year, so we are going to keep going, third year, and then get to our masters and become better people in the world, help the world however we can. Les formations délocalisées pour obtenir les licences professionnelles à Istama se déclinent dans l'ingénierie de conception mécanique et environnement, logistique et pilotage des flux, e-marketing, e-commerce. Istama, réussir, c'est savoir choisir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas deux rendez-vous ce soir. D'abord, Actu Santé qui vous donne les clés pour comprendre le dénome de la prostate, une pathologie bien présente au Cameroun, et un chirurgien urologue de renommée internationale, l'invité de Flavien Dongo. Et juste après, Actu Santé, le grand rendez-vous politique du mercredi 237 le débat, présenté par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Des employés dont on n'a pas de traces touchent des salaires. Vos salaires sont virés en retard parce qu'il n'y a pas de l'argent, parce qu'on vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent, et les ajours sont coupés. Alors qu'il y a de l'argent, juste que cet argent a été pris en otage par 14 000 fonctionnaires fictifs. Vous vous imaginez l'épaisseur de ce montant? Combien de jeunes Camerounais auraient pu trouver ou créer de l'emploi ou bien vivre l'autonomie et l'épanouissement financier avec cela? Ses compatriotes sont d'autant plus choqués que certains travailleurs qui se donnent à fond au quotidien éprouvent du mal à rentrer en possession de leur dû à la fin du mois. On a vu des fonctionnaires enseignants qui travaillent au quotidien et qui ne sont pas payés descendre dans la rue. On a vu certains fonctionnaires des administrations déflatées qui n'arrivent pas à toucher leurs primes. Mais au moins, soit travaillent, soit ont travaillé, mais ne sont malheureusement pas payés. Alors que des personnes qui ne travaillent pas touchent ces salaires-là. Le lancement de CIGIPES 2 a entretenu la flamme de l'espoir, celui de voir la fonction publique tourner la page des fonctionnaires fictifs.
Mais l'on comprend que le système est lui-même assez virusé par des complicités tapées dans l'ombre. Parce qu'il est anormal que dans un pays truffé d'ingénieurs informaticiens comme le Cameroun, qu'on ne puisse pas en 7 ans assainir le fichier solde de l'État, qu'on ne puisse pas pendant 7 ans démasquer tous ces fonctionnaires fictifs. Cela veut dire qu'en quelque part, il y a des complicités. De qui se moque-t-on en réalité? Parce que tous ceux qui décrivent cette situation sont parfaitement au courant de ce qui se passe, mais cherchent à protéger soit les leurs qui ne sont même pas souvent au Cameroun, mais continuent à émailler dans le budget de l'État. C'est vraiment déplorable et ça ne peut que faire pleurer le citoyen lambda qui ne parvient pas à joindre les deux bouts tous les matins. En attendant un jour de voir le bout du tunnel d'un assainissement qui n'a que trop duré, les 14 134 agents publics ont reçu des mises en demeure, ouvrant la voie à la suspension de leur salaire pour ceux dont la situation administrative ne serait pas claire. Des agents qui, pour la plupart, exercent dans le privé ou à l'étranger. Un vrai gâchis. Malgré la crise économique, vous l'avez suivi, le budget consacré au fonctionnement de l'administration publique reste supérieur au budget d'investissement public au Cameroun. Pourtant, les populations souffrent sur des axes routiers impraticables, notamment dans les bassins agricoles. Illustration avec la route Loum-Yabassi dans la région du littoral. C'est un reportage signé Jacques Molon et Éric Martial Ndjomo. Un lac de bouffe dans un paysage équatorial. Nous sommes sur le tronçon routier reliant les villes de Loum et de Yabassi, deux agglomérations de la région du littoral. Les 36 km qui séparent les deux bourgades sont un vrai chemin de croix pour les usagers. Les voitures usent allègrement leurs pneus au fil des mètres traversés. Il faut parfois, pour le conducteur, s'arrêter pour dégager à main nue les obstacles sur la route. Ces véhicules ont la particularité d'avoir été retouchés par des mécaniciens locaux pour améliorer leur adaptabilité à cette route et à ses handicaps. Transportés ainsi, les passagers peuvent débourser parfois jusqu'à 10 000 francs CFA pour les 36 km parcourus. Maintenant, ça coûte les 10 000 francs pour une personne. En temps normal, le plus souvent, ça fait un trajet de 4 000. L'autre alternative, ce sont les motos. Celles-ci, grâce à la finesse de leurs pneus, créent de véritables tranchées dans la boue. Très souvent chargées, ces motos représentent un vrai palliatif et une solution pratique pour braver cette route. Les conducteurs sont presque toujours chaussés de bottes. J'ai deux amis aujourd'hui qui ont les petits passés à la maison, qui ne peuvent plus nourrir les familles à cause de cette route. La solidité de ces engins est mise à rude épreuve, les pannes se multipliant au fil des traversées de bourbiers. L'état de notre route, là, tous les jours il faut entrer, on sort, on a panne, tous les jours on entre, on sort, on a panne. Il faut dépenser beaucoup sur l'engin, vraiment. Exaspérés par la situation, les habitants de Yabassi ne savent plus à quel sens se vouer. Un avortement à cause de cette route. Chaque jour, on vient nous tromper, nous sommes fatigués. Nous ne voulons même plus que vous nous posiez des questions, parce que ça ne nous sert plus à rien. La localité est pourtant fertile au niveau de son sol. La terre est généreuse avec ses fruits. C'est la route qui manque le plus pour les écouler. Le plantain pourri au champ. Je sors pratiquement 10 tonnes de plantain par mois. Mais par moment, on n'a pas la voiture. Ça pourrit. Voilà le sac de noix. Pour quitter d'ici aller à Loum, je paye 3 000 à 4 000 francs le sac. Et ça n'arrive même pas à 3 km. La Russie était une route, un boulevard. C'est comme le piste de rats aujourd'hui. Normalement, il a négligé. Parce que moi-même, je suis venu, voilà mon champ ici derrière. Je suis venu depuis 1975. Mais les travaux publics qui étaient constamment, chaque année, à partir de 10 octobre, ils venaient arranger la Russie là. On ne souffrait même, les taxis faisaient les navets de Loum-Yabassi même. Mais actuellement, il faut la voiture avec le réducteur. Vous arrivez au niveau de Carrefour Mabombe là. Par jour, on peut retirer au moins 10 camions de plantain là-bas. Mais où est la route?
Il faut louer la voiture au moins à 80 000 francs pour porter au moins un tour de plantain. À Mabombe, pour venir peut-être de Lung Mabombe, c'est au moins 7 km. Mais il faut voir combien on dépense. Après avoir bravé les bourbiers, les usagers doivent affronter un pont en état de décrépitude avancée. Ici, même les passagers d'engins à 2 roues traversent à pied, de peur d'être en surpoids sur la moto et donc de se retrouver à plusieurs dizaines de mètres en dessous, au fond de la rivière. Les populations riveraines pointent un doigt accusateur sur les hommes politiques du coin, présentés comme de véritables démagogues. C'est seulement nos routiers. Vraiment, s'ils pouvaient retoucher nos routiers, c'est qu'on devait être vraiment très fiers. On ne demande pas aux grandes choses. C'est bien qu'à faire, si nous retouchons les routiers, c'est qu'on serait tellement très fiers. Que de nous promettre ciel et terre, bien après, c'est qu'on leur fait qu'ils nous touchent seulement la routier. Là, on serait très fiers. Les promesses sont qu'ils vont nous arranger la route. Est-ce que nous avons deux promesses? Nous-mêmes, nous n'avons pas deux pleurs. Nous avons les mêmes pleurs et nous avons les mêmes promesses qui ne se réalisent jamais. Indexés, ceux-ci accusent le laxisme du gouvernement. Cette route de Bonquin à Mabombe, c'est une route départementale. Donc, naturellement, la responsabilité incombe aux travaux publics. Le pont est complètement, aujourd'hui, mis en danger tout automobiliste ou cycliste qui s'aventure de ce côté. Donc, il faudrait que les populations comprennent que ce n'est pas la faute à nous. Parce que nous, au niveau de la mairie, nous n'avons pas les capacités ni les moyens nécessaires pour entretenir la totalité des services. Yabassi et le département d'Unkam intriguent par la singularité qui pourrait se résumer par l'expression « si riche et pourtant très pauvre ». Dans le reste de l'actualité, une peur bleue hante les populations résidant dans certains quartiers du 5e arrondissement de Douala. Je vous le disais en titre, à l'approche des fêtes de fin d'année, des agressions à main armée, des cambriolages et des vols se multiplient à ciel ouvert. Des bandits sèment la terreur en l'absence des forces de l'ordre. Le cri d'alerte des populations peine à être entendu jusqu'à ce jour. Reportage Donald Brice, Kamgan. Le regard affligé, une mine désespérée, Clémentine vit l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. J'arrive là, je trouve la table du pain sur le portail des voisins. Je dis, mais comment ma table est sur la porte des voisins? Directement, mon regard frappe sur la porte. Je vois les 2 battants. Je dis que, c'est comme si on a cassé. Je dépose ma cuvette de haricots au sol. Je regarde, je ne trouve pas les cadenas, je trouve les 2 battants. J'ouvre les battants, je vois le salon est vide. Ils ont pris jusqu'à prendre ce qu'on ne peut pas utiliser. Ils ont tout vidé. Il y a moins de 3 semaines qu'elle équipait ce salon de coiffure. 300 000 francs CFA d'investis. La visite des malfrats. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ambiance électrique au Sénat durant une vive altercation entre le président du groupe parlementaire du SDF et un sénateur RDPC. Une escalade verbale sur fond de crise anglophone a failli dégénérer en une violente bagarre. L'appel du président du Sénat à l'apaisement n'a pas effacé la profondeur des clivages politiques dans un parlement où la pression du SDF agace les partisans du RDPC. Le gouvernement peine à lutter contre les réseaux des agents fictifs au sein de la fonction publique. 14 000 personnels de l'État sont appelés à clarifier leur situation administrative, mais la méthode utilisée par le gouvernement est critiquée par des Camerounais, alors que cette situation ne cesse de faire gonfler les dépenses de fonctionnement. L'on s'attend à ce que les investissements puissent se multiplier, ce qui n'est pas le cas. Vous le verrez dans un reportage réalisé sur l'axe routier entre Yabassi et Loum, des routes impraticables au grand désarroi des populations. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, une insécurité grandissante gagne du terrain dans le 5e arrondissement de Douala. Là-bas, vous entendrez des témoignages des populations victimes des agressions et cambriolages à ciel ouvert. Le grand banditisme règne en grand maître.
sans qu'ils ne soient inquiétés par les forces de sécurité. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a vécu ces heures de haute tension durant une vive altercation entre le président du groupe parlementaire du SDF, Jean Somelou, et le sénateur RDPC, Samuel Obam Assam. Une escalade verbale sur fond de crise anglophone a failli dégénérer en une violente bagarre entre les deux parlementaires. L'appel du président du Sénat à l'apaisement n'efface pas pour autant ces clivages politiques qui ne cessent de s'exacerber à l'Assemblée, au Sénat, où doit se tenir, où le SDF souhaite un débat sur la crise anglophone. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Rarement une plénière du Sénat n'a été aussi tendue que celle du 5 novembre 2017, au point d'amener le président de la Chambre haute du Parlement à adresser un carton jaune à deux de ses collègues. Nous devons savoir que nous avons tous pour un pays, parce que nous sommes constamment, profondément concernés, et j'ose que j'ai dit de savoir nous comporter comme il faut dans la situation. À l'origine du courroux de Marcel Nyat Difendi, un différend qui a opposé le sénateur Jean Tsomolou du SDF à Samuel Obam Assam du RDPC au sujet de la tournure que prennent les événements dans les régions anglophones du Cameroun. La tension est vite montée entre les deux hommes, suscitant des éclats de voix dont les échos sont parvenus jusqu'aux oreilles du président du Sénat. En père de famille, Marcel Nyat Difendi a demandé aux deux protagonistes de ne pas jeter de l'huile sur le feu de la crise anglophone avant de les convoquer ce mercredi pour apaiser les esprits. L'heure, a insisté le président du Sénat, est à la mobilisation des énergies pour sortir le Cameroun de l'impasse actuelle et non pour enfoncer davantage le clou. Pour le reste, la plénière, qui a duré à peine 10 minutes, a consisté à la réception de 4 projets de loi en provenance de l'Assemblée nationale. Des textes reçus en présence des sénateurs du SDF pour qui ce n'était pas le bon moment pour lancer l'opération Blocus. Aussi ont-ils simplement regretté le fait que leurs collègues du RDPC se comportent comme si le souci de la résolution définitive de la crise anglophone n'était qu'une préoccupation du SDF, alors qu'à leur sens, il s'agit bel et bien d'une question d'intérêt national. Il s'agit de savoir que les uns et les autres sont très fondamentalement touchés. Et pour décrisper les tensions entre sénateurs SDF et RDPC, le président de la Chambre haute du Parlement a reçu en fin de matinée le président du groupe parlementaire du SDF, Jean Somelou, ensuite le sénateur RDPC, Samuel Obam Assam. Chacun s'est expliqué séparément sur cet incident survenu hier en soirée au Sénat. Jean Somelou accuse le sénateur RDPC d'avoir traité le SDF de sécessionniste, notamment ses parlementaires, et d'avoir pris des prises de position génocidaires. À son tour, le sénateur RDPC a déclaré, selon des sources, qu'il a simplement critiqué la méthode de blocus utilisée par le SDF à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, Marcel Nyat Difendi, a joué la carte de l'apaisement, appelant les différents parlementaires SDF et celui du RDPC à plus de retenue. Malgré la pression de ces parlementaires du SDF, le Parlement reste quelque peu indifférent à cette revendication sur l'inscription d'un débat sur la crise anglophone en session plénière. Pourtant, l'annonce d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale avait laissé entendre une possibilité d'accéder à cette requête. Officiellement, rien n'a été dit sur la crise anglophone. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale se sont plutôt penchés sur le budget de cette chambre basse du Parlement et le projet de construction de la nouvelle Assemblée nationale au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo et Joël Essengé. L'annonce de la tenue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale a laissé croire à l'imminence d'importantes résolutions de la part de la Chambre basse du Parlement.
du coup une certaine fébrilité, rien devant et dans la salle de documentation de l'Assemblée qui abritait cette réunion. Après plus d'une heure et demie de conclave à huis clos, la réunion s'est achevée comme elle avait commencé, sans plus de précision. C'est finalement le représentant du Social Democratic Front qui s'est exprimé sur l'objet de cette assise. Nous étions en train d'évaluer nos préoccupations et la conduite à tenir. Est-ce que cette maison peut nous soutenir pendant 1 an? Est-ce qu'on est sain et sauf en y habitant? Voilà des préoccupations de l'heure. Pour le budget, il n'y a pas de choses particulières, parce que le budget de l'Assemblée, c'est récurrent presque. Rien de singulier donc, et surtout pas de crise anglophone en ONU, comme d'aucuns le pensaient. Non, ce n'est pas. Il y a toujours l'ordre de. Vous allez voir à la suite là. On se préoccupe des chefs, des titres, des préoccupations avec un bâtiment qui s'est brûlé. Où en sommes-nous et tout cela? C'est en somme la vie ordinaire du Parlement qui continue son cours après cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement relance encore sa chasse aux agents fictifs de la fonction publique. Ils sont près de 14 000 personnels de l'État qui doivent justifier de leur contrat d'intégration et de leur activité au risque d'être radiés de la fonction publique. Cependant, ce processus d'assainissement du fichier solde de l'État est une vieille méthode inefficace qui peine à produire des fruits escomptés, des résultats escomptés, à savoir assainir le fichier solde de l'État. Du coup, ces agents fictifs continuent d'émarger et de faire gonfler les budgets de fonctionnement de l'État au grand désarroi des Camerounais. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ce sont précisément 14 134 agents publics qui sont sommés de clarifier leur situation administrative, avec au sommet du hit parade les ministères de la santé publique et des enseignements secondaires. Parmi eux, des enseignants, militaires, greffiers, médecins, universitaires et autres infirmiers qui émargent dans les caisses de l'État sans aucun rendement. Des fonctionnaires fantômes dont on n'a pas de nouvelles à leur poste de travail. Lorsque j'ai appris cette information, j'ai crié « Try my beloved country ». Parce qu'il est anormal que dans un pays en récession, dans un pays sous ajustement structurel, dans un pays où on est obligé d'emprunter au FMI pour payer des fonctionnaires, qu'on continue à dire que dans les ministères... Ça lui a été sans compassion. Ce n'est que Dieu, c'est Dieu qui me fortifie. Parce que si l'argent m'appartenait, oui, je pouvais dire que je vais travailler chargé doucement. Je vais prendre 300 000 euros. Je vais prendre 300 000 euros. C'est seulement Dieu, je regarde seulement à Dieu. Ici, chez Blaise, près de 700 000 francs CFA, coût estimatif du matériel dérobé lundi. Le tenancier de la menuiserie métallique est sous la pression de ses clients qui attendent d'être servis. Je suis en train de faire comprendre à mes clients de venir même au lieu. Donc, voir franchement ce qui m'est arrivé pour qu'ils me donnent un peu de patience. Et si je veux, je peux franchement, je peux aussi me mettre pour essayer de les satisfaire. Plus loin, chez Mirabel, près de 600 000 francs CFA de produits et équipements emportés, elle tente de s'y remettre. Et ce n'est pas la première fois. C'est la 3e fois que ça se passe sur moi ici. Et il y avait un constat. Je suis directement couru à 7e. Je me suis plaint, on est venu faire le constat. C'était comme ça. Les riverains dénombrent près de 10 cas de vol en l'espace d'une semaine. Des faits dont ne serait pas étranger des jeunes à la moralité douteuse qui vivent dans le quartier. Face à ce qui apparaît comme un sentiment d'abandon, les populations du lieu dit Makepe Maturité n'ont qu'un seul vœu, la création ici soit d'un poste de police, soit d'un comité de vigilance. Vous n'avez peut-être pas oublié la petite Abigail, 3 ans, kidnappée le 29 novembre 2017 au sortir de son école située dans une banlieue du 3e arrondissement de Douala. Après une semaine d'enquête,
le groupement de gendarmerie de Bonandio a repéré les traces de cet enfant et identifié sa présence physique à Yaoundé. La petite Abigaël a été ramenée à sa famille du côté de Douala. Au-delà des retrouvailles riches en émotions, des zones d'ombre persistent sur les mobiles de l'enlèvement de cet enfant et l'identité du ravisseur. C'est une enquête signée Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Une semaine après son enlèvement au sortir de l'école, la petite Abigaël retrouve la chaleur maternelle. Stéphanie, sa mère, a enfin le cœur apaisé. La joie est tellement immense que je ne sais comment l'exprimer. Tellement. La joie d'une mère qui retrouve sa fille. Ma petite Abigaël, je l'ai retrouvée. Dieu merci. Ce dénouement heureux intervient après une série d'investigations menées entre Douala et Yaoundé. Les éléments du groupement de gendarmerie de Bonandio, sous la conduite du colonel Mvundi, ont retracé les pas de cet enfant et localisé sa présence chez ses présumés kidnappeurs résidant à Yaoundé. L'une des suspectes interpellées gardait la petite Abigaël chez elle sur instruction de son compagnon, présumé auteur du kidnapping. Je suis venu à Douala depuis mardi. Mercredi, mon ami m'a appelé. Il m'a dit qu'il a des problèmes avec la mère de l'enfant. Il a pris l'enfant, il est venu me donner l'enfant. Comme lui, il a les problèmes avec la mère de l'enfant, moi, il doit garder l'enfant. Il a appelé, au même mercredi, il a pris mon téléphone. Il est parti avec. Il a appelé par le numéro de ma belle-sœur. Pour dire que c'est comment tu ne viens pas prendre ton enfant. Puisque moi, il doit rentrer pour partir à l'école. Il m'a dit qu'il vient, il vient. Maintenant, jeudi dans la soirée, ma belle-sœur est partie à un dé là. Moi, elle me dit que le gars ne vient pas. Il m'a dit qu'il arrive. Elle me dit donc que s'il vient, il doit partir avec son enfant. Quand il vient, il est venu avec son ami motoman. Il me porte. Il me dit que tu vas rentrer avec l'enfant. C'est là que je suis rentrée avec l'enfant. Moi, je ne connaissais rien de ce qui se passe. Je ne connais rien. Là, on me trouve dans les problèmes, je ne connais rien. Et après, les enceintes de vie, je ne connais rien. Loin de s'imaginer que son compagnon venait de l'impliquer dans une affaire d'enlèvement, Marie ignorait les conditions dans lesquelles cet enfant avait quitté Douala pour Yaoundé. Je n'appelle pas mon numéro, je peux au colbos, il n'appelle pas mon numéro, il dit que viens récupérer ton enfant. Il avait même prêté l'argent là-bas au quartier pour venir remettre l'enfant. Puisque à la maison, on n'a pas de télé, rien. Depuis la disparition de cet enfant, une question